Oh, d'accord. Jérôme Soso voulait conclure sur le Gabon. Mais de toute façon, Samuel le disait tantôt que c'était une obligation pour Ali Bongo de venir lors de la fête de l'indépendance. Moi, je me suis dit, c'était également une obligation pour lui à la veille de donner un discours. Est-ce qu'il a pu... Non, mais quand même, comment il a pu faire ce discours-là? Non, comment il a pu faire ce discours? Ce n'est pas la manière, mais est-ce que le discours a été effectif? Non, est-ce que le discours a été effectif? Des gens nous suivent, mais nous ne devons pas faire l'économie de la vérité ici. Donc nous devons dire des choses qui sont réelles. Non, nous-mêmes devons dire, mais est-ce qu'il a fait le discours, oui ou non? Non, est-ce qu'il a fait le discours, oui ou non? Avec l'apparition, cette apparition d'Ali Bongo le jour là, a plutôt amplifié les critiques, a plutôt amplifié les soupçons que des gens veulent faire dissiper. En réalité, ce qu'on a fait à Ali Bongo, je rejoins David, je serai à la place de la première dame, que je vais faire tout pour que le directeur de la communication et tout l'entourage qui voulait à tout prix sauvegarder leur butin, qu'ils soient virés pour laisser Ali Bongo tranquille. Et sur ce même, la première dame aurait pu quand même... mais vous prenez trop de minutes pour faire votre conclusion. Mais moi, ce que je voudrais dire sur ce sujet, pour la famille biologique de M. Bongo, le fait de le voir esquisser quelque part, c'est déjà une action de crise. Non, c'est une action de crise parce qu'il est revenu de très loin. Le monsieur est revenu de très loin. Mais nous pouvons faire des critiques, portons des critiques avec des regards humains. Donc le gars est revenu de très loin, mais il ne peut pas retrouver l'automatique. Que le porte-parole du gouvernement, que le porte-parole de la présidence gabonaise aussi. Non, pour le porte-parole, nous avons dit... C'est la même personne qui a dit que Ali Bongo avait une petite fatigue en Arabie Saoudite. Et c'est la même personne qui voilà, donc il arrête de mentir. C'est lui qui a entraîné Ali Bongo. David, le porte-parole, a joué son rôle aussi bien en amont qu'en aval, parce qu'il a fait de la communication politique. Donc on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Pour le Togo de l'accord politique global, nous étions en 2006, les acteurs... Mais heureusement que Jérôme n'est pas gabonais, sinon il aurait tué Ali Bongo. À Ouagadougou, au Burkina Faso, un accord politique global qui devait mettre fin à une crise togolaise qui secouait le pays depuis près de 15 ans. L'accord arraché par le facilitateur burkinabé Blaise Compaoré a été signé un dimanche après-midi à Lomé en présence des présidents togolais et burkinabés ainsi que de plusieurs délégations de la sous-région. 13 ans après l'accord politique global, qu'est-ce qu'il faut en retenir? On va en parler ce soir. Quelle autre était la première question? APG, aujourd'hui, 13 ans après, caduc ou non? Non, je ne parlerai pas en termes d'homme politique, mais en termes de quelqu'un qui fait l'observation de la situation sociopolitique. Je dirais que l'APG n'a pas été caduque. Même si à un certain moment, des courants politiques ou bien des porte-voix politiques l'ont insinué, l'APG, aujourd'hui, si on veut faire le bilan des 13 ans bien de la signature de cet APG, nous verrons que l'APG a été matérialisée aujourd'hui à plus de 90% avec la tenue des élections locales. Jérôme Soso. Félicitations donc à l'APG. Parce que moi, je vois peut-être le contraire. On a essayé de grignoter quelques articles de l'accord politique global qui rentrent dans l'intérêt des gens. Et maintenant, le plus gros est laissé. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites aujourd'hui. Comme quoi? Mais tu ne sais pas toi qui anime. Non, mais comme quoi? Mais nous sommes en train de faire un débat. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore. Beaucoup de choses comme quoi? Concrètement, dis-nous. Dans cet accord politique global, qu'est-ce qui a été fait? Quelles ont été les insuffisances? C'est de cette façon qu'on doit parler. Mais on n'est pas venu sur ce plateau pour parler en parabole. Beaucoup de choses, c'est trop vague. De toute façon, moi je dis. De toute façon, je dis qu'il y a encore des choses et beaucoup de choses à faire sur cet accord politique global-là. Et des gens ont fait ce qui les a intéressés, ce qui rentre dans leurs intérêts, et puis le reste est là. Est-ce qu'il faut dire que c'est les élections qu'on a faites la dernière fois là, est-ce que ça répond à l'esprit même de l'accord politique global dont tu parles, dont tu défends de cette manière-là, M. Clédo Tété?
un grand frère ou un petit frère à moi. Je vous dis, franchement, faisons les choses telles qu'elles sont. L'accord politique global permet à ce qu'on sorte des carcans politiques qu'on a connus jusqu'à ce jour. Mais en réalité, si aujourd'hui on revient encore donner des lois ou voter des lois liberticides, et vous croyez que nous sommes en train quand même de vider l'accord politique global, ça, je suis d'accord pour ceux qui ont dit que ça a été caduc. Ils sont dans la logique là de la caducité de cet accord. Et donc jusqu'à ce jour, il reste beaucoup de choses à... On va décortiquer après, si vous voulez. On va demander à Samuel. Non, mais moi, je serais très ravi que Jérôme Sossou nous définisse ce qu'il met dans beaucoup de choses. Ça va nous permettre de faire un débat assez clair. Tu as l'accord politique de toi, il faut le lire. Si vous permettez, nous sommes à 13 Non, mais je suppose que vous-même, vous ne l'avez pas lu. Même les acteurs d'alors, beaucoup ne sont même plus dans le schéma qu'on les avait vus à l'époque. Et peu de personnes en parlent aujourd'hui. Ça me dit, c'est aux oubliettes maintenant. Et on a l'honnêteté de le dire, il y a eu une mauvaise volonté de la part de certaines formations politiques de faire appliquer le contenu de l'accord politique global signé en 2006. Précisément le 20 août. Credo dit que l'accord politique est à 90% satisfait. Combien d'années après? Est-ce que cet accord a été signé en 2006 pour attendre 12 ans ou 13 ans ou même 13 avant de passer à l'exécution du peu que demandait. Et de quelle manière? Les Togolais dans le temps, puisque c'était l'ensemble des Togolais qui se sont retrouvés dans le gouvernement de M. Agboibo dans le temps. Et tous les signataires représentaient toutes les formations politiques du Togo. Mais l'accord a été signé en 2006. On a attendu 13 ans. Pour faire quoi? Pour passer à la révision de la Constitution. À la limitation de mandat, à l'organisation des élections locales, etc. Non. C'est ce que peut-être Jérôme disait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a eu beaucoup de choses à faire. Si on n'avait pas senti la volonté, on n'a pas forcé une formation politique à poser sa signature sous ce document. Tous l'avaient fait. On était témoins. C'était au Palais des Congrès, je crois. Non, c'était à l'hôtel de février. Devant tout le peuple togolais. Tous ces acteurs sont allés signer. Ça veut dire que vous vous êtes mis d'accord de mettre en application cet accord. Qu'est-ce qui s'est passé après pour qu'il y ait eu une décennie, un peu plus d'une décennie avant de passer à l'exécution de ces articles? C'est ça le problème. Aujourd'hui, grâce à Dieu, les choses ont avancé. On a la limitation de mandat, on a le scrutin de tour, on a les élections locales. Non, mais ce sont beaucoup de choses, des acquis, selon Jérôme. Non, mais est-ce que ça émanait du contenu de l'APG, puisque certaines formations politiques ont rejeté le contenu de cet accord en le qualifiant de caduc, ce qui avait interrogé beaucoup de Togolais. Alors, partons-nous sur de nouvelles bases pour aller à des acquis pour lesquels on n'avait pas besoin de consacrer toute une décennie pour en arriver là. Alors aujourd'hui, les choses avancent. On espère que les choses avanceront dans ce droit chemin pour que, ensemble, le Togo appartient à nous tous. Je crois même que c'est le 19 août 2017 qui a été d'ailleurs l'élément motivateur à ce que les gens arrivent à ces réformes-là la dernière fois, pour la limitation de mandat, le scrutin à 2 tours, et puis pour déboucher sur les élections locales. Sinon, c'est des choses qu'on réclame, que le peuple réclamait depuis très longtemps, et que des gens n'ont jamais voulu exécuter. Mais non, c'est le 19 août qui a été l'élément booster qui a fait à ce que les gens ont compris que, attention, le peuple est en train de réclamer. Et maintenant, et comment ils ont fait même ça? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Alors, Credo, quand on signait cet accord, moi je me rappelle, il y a un mot capital qui revenait, c'était le consensus. Tout devait se faire par consensus. Mais 13 ans après, les acteurs politiques n'ont jamais réussi ce consensus-là. Il y a quelque chose qui a manqué? Non, je dirais, est-ce que les acteurs politiques qui ont travaillé du 7 au 19 août 2006 à Ouaga, avant de revenir à Lomé signer cet accord politique global,
n'ont pas fait des efforts ou bien est-ce qu'ils n'ont pas manqué à leurs obligations. Mais moi, je voudrais qu'on prenne les grands axes de cet APG. Donc, les grands axes de cet APG, l'axe numéro 1, c'est la mise en place d'une Assemblée nationale nouvelle. L'axe numéro 2 parlait de la promotion des réformes constitutionnelles institutionnelles nécessaires à la consolidation, de l'état de droit. Et le troisième grand point, c'est la formation d'un gouvernement d'union nationale, ce à quoi mon cher ami a fait allusion tout à l'heure. En 2006, de 2006 à 2019 aujourd'hui, donc ça fait 13 ans. 13 ans, dans un temps politique, c'est comme on a fait une année, donc on a fait truc là. Donc c'est pour dire, juste en image, pour dire que en fait, les responsabilités sont partagées. Et c'est là où j'ai été heureux lorsque David parlait de certaines formations politiques. Parce que nous avons vu, au sortir de l'APG, le gouvernement d'union, c'était le gouvernement qui a dirigé Maître Yaovi Agboibo. Et là, l'UFC, d'antan, avec comme secrétaire général Jean-Pierre Fabre, a participé à la rédaction, à la négociation, bien à ce dialogue qui faisait suite aux 22 engagements pris avec l'Union européenne. Donc, l'accord politique global n'avait été que la matérialisation des grands points de ces 22 engagements. Maintenant, je reviens avec le troisième axe, qui était la formation du gouvernement d'union nationale. Il revenait à ce gouvernement d'implémenter la totalité de ce qui était retenu dans cet accord-là. Certes, au niveau des chapelles politiques, les calculs ont fait que ça a été ralenti. Donc, on ne va pas dire que c'est l'ancien parti au pouvoir, le RPT, qui est aujourd'hui UNIR, qui va ramasser toute la totalité. Je dis, lorsque Agboibo était au gouvernement, mais on a vu le parti de l'UFC qui a refusé même de participer à ce gouvernement-là. Et on a vu tous les pots de banane que ce parti sous Jean-Pierre Fabre avait posé à Maître Agboibo à un certain moment. Mais la chance, c'est que au sortir de cet accord, qu'on ait un opposant, un signataire. Parce qu'ils étaient 5 partis politiques de l'opposition à signer cet accord-là. Maître Agboibo pouvait dérouler ce tapis-là. Si Maître Agboibo avait été soutenu par ses pairs de l'opposition, donc il pourrait forcer ou bien amener le parti au pouvoir et RPT à aller rapidement. Maintenant, sur la question du timing, 13 ans, c'est beaucoup. Même on peut dire que c'est un retard. Mais aujourd'hui, avec la matérialisation, à près de 90% de ce qui est souhaité dans cet APG-là, donc nous avons déjà fait des pas. Mais on ne peut pas dire parce que les contextes, les situations n'étaient pas les mêmes. De 2006 à 2019 aujourd'hui, les choses ont évolué. Le 19 août 2017, a son point positif et également son point négatif dans l'expression politique de notre pays. Est-ce que, aujourd'hui, si on doit situer les responsabilités, le retard pris pour opérer un certain nombre de réformes prescrites par l'APG, c'est un temps partagé. Hein. Non, moi je l'attribue automatiquement au parti au pouvoir. Non, mais là je suis désolé. Non, mais là je suis désolé parce que non, mais nous sommes sur un plateau, nous ne devons pas faire économie de la vérité. Non, nous ne pouvons pas faire économie de la vérité. Non, mais nous ne devons pas faire économie de la vérité. Les torts sont partagés. La vérité, c'est la vérité. Non, les torts sont partagés. Non, mais du tout. J'ai la parole, ta vérité reste ta vérité et la vérité du peuple reste la vérité du peuple. Et je crois que la vérité du peuple, c'est cette vérité-là qui porte sur toutes les autres vérités en réalité. Et je te dis, monsieur Credo Tété, il faut te calmer. Calme-toi, nous sommes dans un débat contradictoire. Nous sommes dans un débat contradictoire. Si la mot te manque, moi je dis. Mais on ne peut jamais accepter que les gens volontairement veuillent devenir des myopes. Les torts sont partagés. Les torts sont partagés. Non, mais c'est trop facile de lancer des flèches dans une seule direction. Mais les torts sont partagés, mais non du tout. Non, mais de reconnaître qu'aujourd'hui, si on veut faire le bilan de l'APG, les torts sont partagés. Non, dans un débat. Non, mais c'est une mauvaise foi que mais c'est une mauvaise foi pour Credo. C'est une mauvaise foi de Credo
de lancer ces flèches-là dans la seule direction. Et donc, laisse-moi lancer la flèche contradictoire. C'est tout, c'est ça. Non, mais moi, je n'ai pas évolué dans un sens unidirectionnel. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Moi, je dis que le tort est aller directement au parti au pouvoir. C'est parce que le parti au pouvoir a toujours cette manière-là de retarder des choses, de faire de manière à ce que tous les intérêts lui reviennent. Et si c'est qu'on avait la volonté, tout ce qu'on avait, les actes que Pedro a cité tout à l'heure là, lorsque le pouvoir en place avait pris en compte en premier lieu, c'était l'âge de la formation du gouvernement d'union nationale. Et le reste... C'était ce gouvernement qui devait quand même préparer le cadre à la mise en œuvre de toutes les autres choses. Non, mais du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, il parlait tout à l'heure de l'ANC, de l'UFC, etc. Moi, je parlais de l'UFC. J'ai parlé de l'UFC. Excusez-moi, il parlait de l'UFC. Si vous attribuez autant de Jean-Pierre. Moi, je crois qu'il est en train de déplacer le débat. Non, mais je ne déplace pas le débat. Mais l'UFC qui avait participé à la signature de cet accord. Mais c'était l'UFC avec Jean-Pierre Fabre comme secrétaire général. Je n'ai pas inventé. Je ne sais pas. Non. Mais moi, je dis, l'UFC que nous avons aujourd'hui, c'est l'UFC sans Jean-Pierre Fabre. Ayons le courage d'appeler un chat. Est-ce que j'ai la parole ou pas? On va laisser Jérôme terminer, puis on va tourner. Je dis que le pouvoir en place a cette manie de repousser les choses, de faire des choses de manière à ce que l'opposition capitule. C'est ce que le pouvoir toujours a habitué le peuple togolais. Et maintenant, est-ce que c'est pas de la politique? Parce que l'opposition aussi a la faiblesse de toujours tomber dans le piège aussi. De toute façon, quand on veut gouverner un peuple qui réclame quelque chose, il faut parfois, mais il faut pas faire des considérations politiques et politiciennes. Moi, je dis, c'est le peuple qui a voulu ces réformes-là. On fait les réformes dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt du pays. Et si on aime ce pays, en réalité, on doit faire les choses à ce que le pays avance. Et le pays était resté dans le statu quo pendant 13 ans. Et je crois que, je le dis, je le répète, c'est le 19 août qui a réveillé les esprits, qui a boosté, qui a obligé même le parti au pouvoir qui est devenu, le RPT qui est devenu uni aujourd'hui, à mettre quelque part devant. Et nous sommes arrivés à ces réformes. Et comment même on a fait ces réformes? Tout le monde avait vu comment on a voté les lois. Et aujourd'hui, on est encore de capter encore d'autres lois dans les intérêts de rester pendant longtemps au pouvoir. Je dis que ça ne fait pas quand même bien pour ce pays. Alors, David Diakhaby, quand on prend quand même les réformes qui ont été opérées la dernière fois à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut les inscrire dans l'esprit de l'APG? Non. Du tout. Non, parce que même si l'APG avait souhaité ces réformes, ça n'a pas été fait au moment où il fallait le faire. Vous savez, depuis 2006, le chef de l'État actuel est arrivé au pouvoir en 2005, il s'est représenté en 2010, il est revenu en 2015. On n'avait pas besoin de passer 2 mandats avant de l'exécuter. Ces réformes répondent beaucoup plus à la volonté de certains de faire passer la crise rapidement. Et c'est ce que Jérôme, c'est en cela je suis un peu d'accord avec Jérôme lorsqu'il parlait du 19 août 2017 qui a déclenché le processus. Moi, la responsabilité de l'APG, dire qu'elle est portée seulement par une seule partie, c'est quand même assez extraordinaire. Mais il faut reconnaître que c'était le RPT qui était au pouvoir. Et le RPT était l'exécuteur de cet accord politique global, oui. Puisque ça composait un bilan qui va être contenu dans la gouvernance, dans la gestion. Et cet accord a légitimé le chef de l'État, Fournier Sylvain. Le chef de l'État venait au pouvoir 1 an après. Oui, c'est cet accord qui l'a légitimé. Il est arrivé au pouvoir, je pense, en avril 2005. Après l'élection, et 1 an après, il y a eu ça veut dire que, quelque part, le chef de l'État actuel avait la volonté d'aller à la résolution de la crise. Ça a été signé, l'APG. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Lorsqu'on parle de l'UFC qui a refusé de rentrer dans le gouvernement, c'est son choix, c'est sa décision. On fait ça. Et ça n'a rien à voir avec l'accord politique global. On avance. Rien du tout. Ça ne peut pas empiéter sur l'accord, l'exécution de l'accord. Oui, et si vous vous rappelez, en 2006, ou je pense vers 2007, le président de la République a dû dire
soit l'UFC vient et on avance ensemble, soit l'UFC reste et on avance quand même. Oui, bien sûr. Donc il y avait quand même d'un côté aussi, de ce côté-là aussi, une volonté de bloquer les choses. Oui, mais si au retour de Ouaga, l'UFC refuse de rentrer dans le gouvernement, va-t-on attendre que l'UFC se décide pour qu'on avance? Est-ce que ce gouvernement n'a pas été formé? Avançons avec les autres qui sont disponibles pour le faire. C'est ce qui a été fait. Mais très vite, ce choix de l'UFC a été interprété par beaucoup comme et c'était leur seul argument. Blocage. Et donc, de l'autre côté, les adversaires en face se sont braqués. Mais des gens ont interprété les réformes autrement dans ce pays. Les gens ont fait croire au président de la République que si tu acceptes de faire les réformes, c'est contre toi, c'est toi qui va partir. C'est ce que des gens lui ont fait croire. Alors que les réformes répondaient aux aspirations du peuple togolais. Il y a eu une agence qui a fait des sondages et le peuple togolais avait accepté cela. Alors aujourd'hui, pourquoi on en est là? Parce que des deux parties, il y a eu cette réelle volonté de ne pas lâcher, de ne pas laisser faire. Et voilà, des gens ont dit sans eux, l'APG ne va pas s'appliquer. Les gens de l'opposition, les gens du pouvoir ont dit et rétroactivité de la loi. Ils ont parlé c'était cacophonique. Mais moi je dis, on n'a pas besoin de tous ces morts, de tous ces blessés, de tous ces exilés de 13 ans avant d'arriver à ce qu'on aurait pu faire. On se rappelle quand même qu'après la signature, après le paraphe de l'APG à Ouaga, les acteurs politiques s'étaient retrouvés dans la résidence du président burkinabé. Ils ont fait la fête là-bas, ils ont sabré le champagne et tout. On s'était dit, c'est bien, la crise allait finir. Et puis patatras, quand ils reviennent au pays, les dissensions ont recommencé. Les intérêts peuvent dominer. Évidemment, le problème entre les acteurs. Non, mais moi, je crois que lorsqu'ils avaient passé les 13 jours à Ouaga, donc ils ont fait l'essentiel. Mais à Lomé, faire l'essentiel leur a manqué un peu parce que chacun faisait au sein de sa formation politique des calculs. Et ce sont ces calculs-là qui n'ont pas facilité la chose. Le parti au pouvoir, le RPT qui est devenu UNIR, faisait des calculs de conservation du pouvoir. Et ça, c'est logique parce qu'ils étaient au pouvoir, donc ils s'inscrivent dans cette dynamique de conservation. Au sein de cette classe politique de l'opposition, l'unicité qu'ils ont démontrée du côté de Ouaga, c'était effrité une fois le paraphe à Lomé de cet accord parce qu'il y avait des ambitions que chacun cachait, mais des ambitions qui ont fait jour. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la continuelle définition qu'on peut donner de cette classe politique de l'opposition togolaise parce que ils n'arrivent pas à s'entendre sur l'essentiel, évoluer ensemble du début jusqu'à la fin. Parce que lorsqu'ils arrivent au beau milieu, chacun pense que sans moi, on n'aurait pas pu arriver à ce stade-là. Donc c'est là où je rejoins, je récupère les propos de terminaison de David tout de suite, lorsqu'il a eu au moins cette humilité de reconnaître que les torts sont partagés, qu'il y avait des formations politiques qui pensaient que sans elles, on ne peut pas matérialiser cet APG-là. Donc c'est là où moi, je voulais faire comprendre à mon cher ami Jérôme Sossou que, en fait, en parlant de partage de responsabilités, donc nous ne doitons pas seulement un seul parti, bien une seule partie, mais c'est pour dire que c'est toute la classe politique confondue, que ce soit ceux qui jouent dans la conservation, que ceux qui jouent dans l'attaque, leur responsabilité est engagée. Je voudrais juste revenir sur l'image. Est-ce que vous pensez que si les partis politiques de l'opposition étaient solidaires avec Maître Agbo-Ibor lorsqu'il dirigeait le gouvernement, il était Premier ministre, est-ce qu'on n'évoluerait pas? C'est parce que les dissensions ont fragilisé cette classe politique de l'opposition. Et le parti au pouvoir, Tu sais pourquoi? Je vais t'apporter peut-être... Non. Laissez-moi parler. Le parti au pouvoir faisait aussi dans la conservation et le parti au pouvoir a vite fait de comprendre qu'en fait, la politique n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de foi. Et lorsqu'on est sur un terrain politique, on fait tout pour garder le pouvoir. Mais l'opposition aussi devait mener des actions pour aller à la conquête du pouvoir. Mais cette opposition a fragilisé Maître Agbo-Ibor. Est-ce que nous sommes d'accord? On refuse pas. Non, mais c'est ce que Jérôme ne voulait pas reconnaître. Non, il n'est pas obligé de le reconnaître. Tu sais pourquoi? Ah oui, tu sais pourquoi je conçois, je suis d'accord avec toi. C'est parce qu'il est dans une logique. Non, du tout. Pendant très longtemps,
Pendant très longtemps, des accords ont été signés David est en train de dans ce parler. pays, mais qui n'ont jamais été respectés. Des accords ont été signés par l'ensemble de la classe politique togolaise. Il y a eu plein, les CPDC, les machins. Il y a eu plein, avant la PG, il y a eu plein. Ouaga 1, Ouaga 2, il y avait plein d'accords qui ont été signés, mais qui n'ont jamais été respectés dans sa totalité. Et c'est le parti au pouvoir qui a refusé. C'est ce qui avait fait comprendre à certains que c'est le parti au pouvoir qui ne voulait pas. Puisque c'est lui l'exécutoire. Voilà. C'est lui qui va exécuter les décisions. Maintenant, du côté de l'opposition, l'opposition, ça n'a pas de responsabilité. Mais moi, je dis, c'est là où on a fauté. Parce qu'on n'avait pas besoin de réunir tout l'ensemble de l'opposition pour aller à la matérialisation de cet APG. Quelqu'un ne veut pas manger à la table, qu'il vide la table, laissez-le à ça dans son coin. Alors bon, maintenant, on aurait pu avancer. De toute façon, si on regarde les avancées qui ont été faites aujourd'hui, on peut clairement dire que bon, l'APG est derrière. Hein. L'APG est derrière. Mais si des gens, ceux qui devaient exécuter les articles ou le contenu de l'accord, on dit que l'accord est caduque, qu'est-ce que nous on vient encore dire sur cet accord? Donc tu t'étais, tu n'as rien à dire. C'est caduque tu n'as rien à dire, mais tu t'étais. C'est à partir de ces calculs et c'est à partir de ces intérêts. Le parti au pouvoir ne veut jamais lâcher le pouvoir. Ses intérêts sont prédominants de façon qu'on oublie même le pays, on oublie la nation, on oublie le peuple et on est conservatoire. On est toujours là-bas, on ne veut rien et on continue de prendre des décisions ou des lois liberticides. Et je crois que nous sommes aujourd'hui la Camille qui semble aujourd'hui dominer la nation, c'est une Camille trompeuse. Et donc je crois que si il continue de prendre ou de voter ces lois liberticides, ces lois qui ne font que prendre en caca le peuple, je crois qu'un jour, ça va s'éclater. Et c'est ça qu'on le souhaite. On le souhaite, personne ne le souhaite. C'est pour ça qu'il faudrait que des gens... Merci Samuel, de dire que c'est un plaisir. Merci à tous de nous avoir Jérôme a fait preuve de limite dans le débat.